Ah, Ryan Johnson, You son of a bitch. quand même capable du meilleur comme du pire. Mais heureusement, Glass Onion fait partie du meilleur. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle critique. Désolé pour la tenue et la voix un petit peu enrouée, mais je suis malade, donc c'est ce qui explique la polaire et puis la tête un peu dans le cul. Glass Onion est disponible depuis le 23 décembre sur Netflix, et c'est la suite de Knives Out qui était sorti, je crois, en plein confinement, il me semble, en 2020, printemps 2020, quelque chose comme ça. Il faut dire ce qu'il y a, c'était clairement une réussite. J'ai passé un super moment devant le premier épisode, et quand j'ai su que ce truc-là allait devenir une véritable franchise, oui, une franchise parce que Netflix, écoutez bien, a payé 450 millions d'euros pour 3 nouveaux épisodes. Et Glass Onion est le premier épisode. Donc on a encore 2 épisodes qui vont arriver sur Netflix dans les prochaines années. 450 millions d'euros. Donc 150 millions d'euros l'épisode. Je sais pas si ça vaut ce prix. Après, quand on voit le casting, ça peut peut-être le justifier. Mais pour moi, c'est quand même un peu cher payé. Donc soit Netflix a de l'argent à jeter par les fenêtres, soit ils ont vraiment confiance en ce projet. Je pense que c'est un petit peu des deux, mais pour l'instant, je pense que c'est un pari gagnant, puisque la suite Glass Onion est clairement réussie. Je vais dire la vérité, je suis pas un gros connaisseur de la filmographie de Ryan Johnson. Après, il a pas fait tant de films que ça. J'ai vu Looper il y a quelques années, j'ai passé un beau moment, je me rappelle plus vraiment du film depuis que je l'ai vu une seule fois, donc c'est pas le film qui m'a le plus marqué au monde. Évidemment, Star Wars 8, je l'ai vu aussi, j'en suis ressorti avec une petite larme au coin de l'œil, et pourtant je suis pas le premier fan de Star Wars, mais ce film c'était quand même bien de la merde. Et puis quand est sorti Knives Out sur Netflix il y a 2 ans, et bah c'était une vraie bonne surprise, et en plus ça sortait pile au bon moment, au moment du confinement, on n'avait pas grand chose à faire, le casting était exceptionnel, l'intrigue bien ficelée, le scénario bien écrit, le film bien réalisé. C'est là qu'on voit que, mine de rien, on peut pas dire l'inverse, Ryan Johnson, quand il veut, c'est un bon réalisateur, et en plus de ça, mine de rien, c'est un bon scénariste. Et du coup, Glass Onion, c'est un peu plus que ce qu'on a eu avec Knives Out. Mais c'est pas toujours pour le bien du film. Parce que même si j'ai beaucoup apprécié et que j'ai passé un très bon moment devant le film, j'ai quand même quelques réserves. La toute première réserve, on en parlera un petit peu plus dans la partie spoiler en deuxième moitié de vidéo, c'est l'utilisation du personnage de Daniel Craig, le détective Benoît Blanc. Dans le premier film, c'était un peu une bouchée d'air frais de voir Daniel Craig incarner un détective comme ça. Daniel Craig, c'est James Bond, et de voir un personnage aussi contrasté par rapport à James Bond, c'était quand même plutôt cool. Sauf que là, à mes yeux, peut-être que vous serez pas du tout du même avis, c'est un peu caricatural. On s'y fait au fur et à mesure que le film avance, et peut-être que c'est un peu plus remarquable en première partie de film, mais j'avais clairement l'impression, au début du film, qu'il appuyait encore plus son accent. Je l'ai regardé en VOST, je sais pas ce que ça donne en français. J'avais donc l'impression qu'il exagérait un peu plus son accent, et que tous les traits de caractère qu'il faisait de Benoît Blanc étaient un peu grossis à l'extrême. Je pense réellement que ça s'atténue au fur et à mesure du film, et au fur et à mesure qu'on fait la connaissance, entre guillemets, de tous les autres personnages. Avec le recul, quand j'ai repensé à ce film, je me suis dit que ça faisait un peu partie du jeu en fait. Il faut que les personnages soient tous plus ou moins caricaturaux, qu'on puisse tous les identifier parfaitement, parce que dans une intrigue où on cherche le meurtrier, ça serait un peu embêtant d'avoir 2 personnages qui sont un peu similaires. Donc c'est peut-être ce qui explique que les traits de caractère de Benoît Blanc soient bien grossis, et que tous les autres personnages soient, mine de rien, plutôt caricaturaux. La deuxième réserve que j'aurais, c'est que même si certains personnages sont plus ou moins développés dans le film, en fait, avec le recul, ils sont plus ou moins les mêmes du début à la fin. Même si à la toute fin, encore une fois, pas de spoiler, vous inquiétez pas, on note une petite évolution, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais vous voyez, il y a toujours une petite partie de moi qui me dit, c'est le jeu pour ce genre de film, on peut pas vraiment faire autrement, et peut-être que s'il avait développé un peu plus certains caractères, ou s'il avait atténué certains traits de caractère pour qu'il soit pas aussi grossier, le film aurait été un peu moins agréable à regarder. Donc c'est pour ça qu'au final, ces petites réserves n'ont absolument rien enlevé au plaisir de regarder Glass Onion, que je vous recommande vivement. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Ryan Johnson va nous réserver pour l'épisode 3 et 4, et comment le personnage de Benoît Blanc va encore évoluer. D'ailleurs, il semblerait que Daniel Craig soit hyper investi dans cette franchise, et j'ai même lu certains articles qui disaient que c'était lui qui insistait justement pour grossir ses traits de caractère. Donc peut-être que c'est même pas la décision de Ryan Johnson en premier lieu, mais c'est Daniel Craig qui voulait peut-être se démarquer de son rôle de James Bond et faire quelque chose de tout à fait différent. Ce qu'on peut comprendre, et c'est quand même en grande partie plutôt réussi. Je vais quand même émettre encore quelques réserves, parce que ce film, n'est pas parfait. Mais pour ça, on va passer dans la partie spoiler, donc si vous êtes toujours là, c'est que vous en foutez de vous faire spoiler. Premièrement, mis à part les petites réserves sur les traits de caractère exagérés de Benoît Blanc en première partie de film, j'ai trouvé que la première partie du film était la plus intéressante. Mais à partir du moment où on commence à nous révéler les premiers twists, en l'occurrence la sœur jumelle de Andy, je sais pas comment le personnage s'appelle, Cassandra quelque chose, là j'ai pas levé les yeux au ciel, mais presque. Parce que c'est quand même le raccourci le plus simple possible. Au début je me disais même, non mais il a pas osé faire ça, il nous a peut-être trouvé quelque chose d'un peu plus recherché, d'un peu plus intelligent entre guillemets, il va pas se reposer juste sur une sœur jumelle pour le reste de l'intrigue. Bah si, il se repose sur une sœur jumelle. Bon, une fois qu'on a accepté que c'était comme ça et pas autrement, voilà, ça passe. Mais c'était pas la trouvaille la plus inspirée. Ceci dit, l'actrice qui incarne le rôle de Cassandra, elle fait quand même un travail exceptionnel à switcher entre les 2 sœurs jumelles. Très impressionnant. Ensuite, le coup de l'invitation de Benoît Blanc avec sa boîte qui a été réinitialisée,
pareil, c'est un peu gros. Alors je sais que, à la deuxième partie du film, on nous dit que Miles, le personnage incarné par Edward Norton, est un gros débile. Donc quand Benoît Blanc lui dit qu'il a réinitialisé la boîte et qu'il avait eu l'invitation, lui il tombe dans le panneau parce que c'est même pas lui qui a designé les boîtes. Mais pareil, ça c'est un raccourci quand même un petit peu facile, et il aurait pu très bien vérifier rapidement auprès du concepteur si jamais c'était effectivement possible de réinitialiser les boîtes ou non. Dans le premier Knives Out par exemple, je trouvais que c'était un peu plus inspiré la façon dont Benoît Blanc a été embauché. Je peux comprendre aussi qu'on nous vende le personnage de Miles, celui incarné par Edward Norton, comme un débile profond, mais c'est quand même aussi un peu gros. Le gars est multimilliardaire, il est à la tête d'un empire incroyable. Alors je veux bien qu'il ait été aidé par son associé Cassandra, mais d'en faire un imbécile heureux comme ça, c'est encore une fois un peu gros. Ok, ça aide l'intrigue, ça nous permet de faire avancer les choses de manière un petit peu plus fluide, mais pareil, c'est très caricatural. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai toujours un petit problème avec le dénouement. Au contraire du premier Knives Out, où le dénouement m'avait parfaitement satisfait, je trouvais que c'était très bien amené, alors que dans celui-là, bah pour moi, c'est pas vraiment satisfaisant, dans le sens où justice n'est pas faite. Alors je sais qu'on se retrouve avec un dénouement où le personnage de Miles perd tout, on a la preuve que sa molécule Clear est très dangereuse et qu'elle fait péter toute sa maison. Sacrilège, on fait brûler Mona Lisa, non mais incroyable ça, mais on nous le dit bien dans les dernières minutes du film, bah niveau preuve, il n'y a rien pour l'incriminer. Vous allez me dire, ouais mais si, on a la preuve que sa molécule est dangereuse, on a la preuve qu'il a détruit la plus grande œuvre d'art de tous les temps, ça suffit pour qu'il se retrouve en prison des dizaines et des dizaines d'années. Mais le fait que la petite nappe elle brûle et qu'on n'ait aucune preuve tangible que ce soit Cassandra et pas Miles qui a eu l'idée de toute la multinationale, bah ça malheureusement c'était un peu... c'était pas satisfaisant. Donc même si c'était joli à voir tout son manoir qui prend feu, même si c'était marrant de voir sa tronche quand Mona Lisa elle brûle, bah je me suis dit, c'est un peu plus cool dans le premier quand même. Moralité, Glass Onion est un très bon divertissement dans la veine de Knives Out. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez le second, et j'espère qu'on aimera tous les numéros 3 et 4. Je sais pas du tout pour quand ils sont prévus, mais on va suivre ça de très près. Si vous n'avez pas encore vu le film et que vous êtes toujours là, sachez qu'il y a aussi des petits caméos qui sont plutôt sympas à voir. J'étais au courant qu'il y avait des caméos, mais j'étais pas au courant des acteurs qui allaient apparaître, donc bonne petite surprise, et pour en rester sur le casting, il est quand même assez exceptionnel. Donc Glass Onion est un bon film de Noël qui ne se passe pas à Noël. C'est un peu dommage d'ailleurs que c'est un film qui sort le 23 décembre et que ça se passe sur une île un peu paradisiaque en Grèce. Ça aurait été cool d'avoir un setup un peu plus hivernal pour vraiment nous immerger dans le truc, mais bon, on va quand même pas gâcher notre plaisir. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si vous avez apprécié ou non, et si les petites réserves que j'ai eues, bah vous les ressentez de la même façon, ou si au contraire pour vous c'est un sans faute, ou un Star Wars 8. Honnêtement je pense pas, parce qu'il n'y a pas de quoi le considérer comme tel. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez pas rater les prochaines critiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, et quant à moi, je reviendrai.